Est-ce que vous sentiez dans ses yeux qu'elle vous disait adieu? Je suis pas capable de... C'est trop... Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est trop dur. C'est trop dur pour moi de penser que c'est un adieu. C'était tellement impensable de se dire que Marilyn est portée disparue. Dans 50 des cas, les gens reviennent en dedans de 24 heures. Bien, Marilyn, à ce moment-là, elle était très fragile. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un à quelque part qui détient un secret? T'sais, moi, Absolument. Joe, tu peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. On dirait qu'elle savait qu'il y a quelque chose de grave qui allait arriver. Est-ce que ça te hante, des fois, de penser qu'elle habite peut-être dans un endroit comme Skid Row? Comment tu peux pas être inquiet pour quelqu'un qui se méfie jamais? Je m'ennuie de ma fille. Elle me manque. On veut trouver. On a des embûches. Partout. Marilyn, c'est une fille, d'abord, qui est très gentille. C'est une fille enjouée, c'est une amoureuse de la musique. Marilyn, on ne peut pas la dissocier de la musique. Ça, c'est... On ne peut pas, c'est impensable. Elle aime la poésie, elle aime le théâtre. Tout ce qui est artistique l'attire. Moi, je suis la grande sœur. On a 5 ans et demi de différence. Marilyn, c'est une fille hyper cultivée, dynamique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les autres, qui fait confiance facilement, qui s'intéresse à tout le monde. C'est une personne généreuse de son temps. C'est quelqu'un qui est proche rapidement, là, qui porte quasiment, comme on dit, le cœur sur la main. Là. Rapidement, elle s'attache aux gens. Le 16 février, je me souviens d'avoir tenté de la joindre puis de ne pas avoir réussi à lui parler. Et le lendemain, bien, elle était portée disparue. C'était comme une journée de printemps. C'est surprenant parce qu'on était le 17 février, mais il faisait aussi beau qu'une journée de printemps. Mais lorsqu'elle a décidé d'aller prendre sa marche, je me souviendrai toujours que je lui ai dit, Marie, j'aimerais ça y aller avec toi. Mais elle a dit, maman, je préfère y aller seule. Alors, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé sur le front. J'ai dit, je te fais confiance. Et puis, elle est partie prendre sa marche. C'est la dernière fois que j'ai vu ma fille. Donc, la dernière fois que vous l'avez vue, c'est là, juste ici. Oui. Le temps a passé, je me souviendrai toujours que j'ai commencé à être inquiète. Il était quoi, peut-être vers 3 heures, 2h30, 3 heures de l'après-midi. Là, j'ai dit à Michel, ça marche pas, là. Elle est peut-être allée chez des amis, tout ça, elle va appeler ou quoi que ce soit. On va rencontrer quelqu'un. On va rencontrer, bon. Le lendemain matin, c'est là que Michel a commencé à t'inquiéter, là. Il était un peu plus tard. Un peu plus tard, un peu, mais là, je commençais à pas trouver normal de ne pas avoir de téléphone de Marilyn. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. On a attendu que ça fasse 24 heures. Et j'ai jamais fait un appel aussi pénible de toute ma vie parce que je venais de me rendre compte que ma fille avait vraiment disparu. Ça a eu une charge énorme sur moi parce que j'avais jamais eu affaire aux policiers et je suis un peu sensible quand je pense encore à ce geste-là. C'était... je craignais le pire pour ma fille. Capitaine Desroches, vous êtes le coordonnateur dans le cas de Marilyn Bergeron, qui est disparue maintenant, ça fait déjà 10 ans. Quand je vous dis Marilyn Bergeron, qu'est-ce que ça évoque? Bien, c'est la tristesse que la famille peut vivre par rapport à cette disparition-là, puis au fait qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. Il faut analyser cet événement-là avec les chaussures de l'époque. En 2008, quand il y avait des disparitions, souvent, on disait, bon, la personne est disparue, c'est un adulte, elle va revenir, parce que dans 50 des cas, les gens reviennent en dedans de 24 heures. Et ça, c'est les statistiques qu'on a. Si on parle juste des disparitions d'adultes, là, bon an, mal an, c'est autour de 400 disparitions qu'on traite à chaque année. Puis dans ça, il y en a 1 à 2 personnes qu'on n'a pas de traces, qu'on ne retrouve pas, que les dossiers restent ouverts, puis qu'on continue de travailler à l'année. Je m'ennuie, mais je suis inquiète. Ça fait mal. Ça fait mal.
On est en mode panique depuis 2 semaines. Des heures d'inquiétude et d'angoisse, c'est ce que vivent les parents de Marilyn Bergeron. Ils sont sans nouvelles de leur fille de 24 ans depuis près de 2 semaines. Je suis arrivée à Los Angeles en 2001. Ça fait maintenant 17 ans là, que j'habite ici. Et je me souviens d'avoir reçu un coup de fil de mes parents. Et ma mère m'a dit « Ta sœur est disparue ». Bonjour Nathalie, Marie-Claude. Enchantée, Marie-Claude. Ça me fait plaisir. Dans quel état étaient tes parents quand tu es arrivée là? On était tous en piètre état. Et après, quand on réalise la personne est partie, est disparue, on ne sait pas où elle est, il y a l'urgence de dire chaque minute compte, chaque jour passe et qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on l'a toujours pas trouvé. Et donc, on veut pas ralentir, on veut accélérer. J'avais été contactée par des amis qui sont dans le milieu, dans les médias, qui m'avaient dit il faut publier la photo de Marilyn. Et en même temps, on hésitait parce qu'est-ce qu'on démarre cette machine-là? Est-ce qu'on fait ça vraiment? Est-ce qu'on est en train d'embarquer là-dedans? Mon premier but, ça a été d'évaluer un peu qu'est-ce qu'on avait comme information, puis ensuite de se dire qu'est-ce qu'on fait pour la retrouver le plus rapidement possible. Jusqu'à demain après-midi, des escouades distribueront des photos de Marilyn. À Québec d'abord parce que c'est ici qu'elle a été vue pour la dernière fois. De nos amis qui a disparu depuis maintenant presque 2 semaines. Mais aussi à Montréal puisqu'elle y habitait depuis 3 ans. Ce que je connais de ma fille à Montréal, c'est qu'elle travaillait dans un magasin de musique. Elle suivait un cours à l'université. Elle suivait aussi son cours en finance. Mais dans les derniers mois, je sais qu'elle avait des fréquentations qui étaient beaucoup plus douteuses. Au téléphone, elle a dit « J'ai peur de rester à Montréal ». On a terminé notre conversation, on s'est parlé durant une dizaine de minutes et déjà, à 19h15, elle était assise dans l'autobus pour Québec. Ça semblait très gros, ce qu'elle vivait. J'ai dit « Est-ce que tu as un problème d'argent? » Elle m'a dit « Non, maman, c'est pas un problème d'argent. » J'ai dit « Est-ce que tu as un problème amoureux? » Elle m'a dit « Non, maman, c'est pas ça. » Marilyn est très indépendante. Et même si elle aimait retourner chez mes parents, l'idée de prendre toute sa vie de Montréal et de la déplacer soudainement à Québec, ça, c'était une grosse surprise pour moi. Stéphanie, tu es la cousine de Marilyn Bergeron. Toi, tu étais à Montréal en même temps qu'elle? Oui, on se racontait tout. Comme des sœurs. C'est sûr qu'on se voyait moins souvent que des sœurs. Marilyn était... c'est comme une petite fille, tu sais, qui tripe sur le melon d'eau, ses cocombes, puis ça slotch, tu sais. Je veux dire, moi, je la décrivais comme ça, comme une petite fille. Je l'appelais ma fille du rock'n'roll, tu sais, parce qu'elle était tout le temps à 2 pieds au-dessus de la terre, là. Est-ce que tu as vu qu'elle changeait à travers les années? C'est sûr qu'à la fin, avant que je parte, là, j'ai eu une altercation avec un de ses je pense que c'est son ex ou son chum, là, je me souviens plus. Mais je le trouvais très possessif. Je le trouvais très contrôlant. Puis moi, j'aimais pas ça, du monde de même. Là. Déjà, c'est physique, ces affaires-là. Là, je l'ai rentré chez nous, je l'avais pas senti. Mais Marilyn, c'est quelqu'un qu'on peut pas pousser à parler facilement. Si elle veut donner des informations ou elle veut révéler des choses, ça vient d'elle. Si vous voulez perdre Marilyn, questionnez-la. Elle avait horreur qu'on lui pose des questions. Comment tu peux pas être inquiet pour quelqu'un qui se méfie jamais, qui pense qu'il y a une part de bon dans tout le monde, t'sais? Notre dernière conversation, qui était autour de la Saint-Valentin en 2008, elle m'a dit « Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, Nathalie? » Marie, j'ai dit « Aurais-tu été agressée? » Et c'est là qu'elle a fermé les yeux. Puis les larmes ont commencé à couler. Avec le recul, je me suis dit, on dirait qu'elle savait qu'il y a quelque chose de grave qui allait arriver. Et ça a été la dernière conversation qu'on a eue ensemble. Qu'est-ce que vous avez vu sur la bande vidéo complète que nous, on n'a pas vu dans l'extrait qui a été sélectionné? Au moins, j'avais espoir, parce que quelqu'un qui part avec un sac à dos, il ne veut pas aller se suicider. Il part avec un sac à dos.
C'était beaucoup plus facile pour moi de me dire c'est rien va revenir que de vivre le scénario où elle est portée disparue. Rapidement, les jours ont passé, les heures, les minutes, et l'angoisse a commencé à me gagner parce qu'on n'avait pas de nouvelles. C'était l'hiver. Et c'est pas Marilyn de pas donner de nouvelles comme ça, de disparaître complètement de la carte. Moi, dans ma tête de mère, c'est que ma fille n'était pas dans un bon état psychologique. Mentalement, ma fille n'était pas bien. J'ai dit, Marilyn, peut-être que tu n'es pas capable de me parler ou de me dire quoi que ce soit. Je respecte ça, mais j'ai dit, il faut que tu le racontes à quelqu'un. Au cours de la semaine, elle a dit, le mardi, oui, maman, je dois rencontrer quelqu'un. Elle a pris son rendez-vous. Est-ce que vous la sentiez mieux au retour de ce rendez-vous-là? Moi, je vais vous le dire, qu'est-ce que la psychologue a dit. Puis là, je rends quelque chose de public que j'ai jamais dit. Là. Elle m'a dit c'est un gros cas et un cas d'hospitalisation. J'avais peur pour elle, j'avais peur pour sa vie, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose de grave. Ce jour-là, à 11h09, Marilyn Bergeron a tenté de faire un retrait dans un guichet automatique sur le boulevard de Lormière à Québec, tel que nous le montre cette bande vidéo. C'est ça. C'était une carte que j'avais donnée au cours pour se dépanner, une année qui était associée à ma carte de crédit. J'étais voir s'il y a eu des transactions avec sa carte à son nom. Puis là, j'ai vu qu'elle avait passé dans un guichet automatique à la Caisse populaire. Elle avait tenté avec sa carte de crédit, mais elle n'avait pas été capable de sortir. On a pensé qu'elle ne se souvenait pas de son NIP. Fait que quand je suis arrivé au corps de policier, ils m'ont montré la photo, puis là, il était content. Il dit, gars, on a un sac à dos. C'est là qu'on a vu le sac à dos. Il dit ça, c'était le départ volontaire. Là, on le savait, là, on était dans un départ volontaire. On ne faisait pas une enquête pour un crime. On avait sous la main, avec les éléments qu'on avait à ce moment-là, un départ volontaire. Qu'est-ce que vous avez vu sur la bande vidéo complète que nous, on n'a pas vu dans l'extrait qui a été sélectionné? On a vu son inquiétude mener dans le sens qu'elle regardait, elle revenait comme si quelqu'un était à l'extérieur ou des choses de même. Ça nous a marqué. Ouais. Quand elle est sortie, elle n'avait pas de sac à dos. Non, ça veut dire qu'elle devait l'avoir préparé entre moi, quand je me suis levée à 9h30, puis Michel, qui était parti. Donc, elle avait dû le préparer. Est-ce que le sac à dos vous a donné de l'espoir? Au moins, j'avais espoir, parce que quelqu'un qui part avec un sac à dos, il ne veut pas aller se suicider. Il part avec un sac à dos. J'ai dit donc, il y a des chances qu'on ait des nouvelles, peut-être pas tout de suite, là, mais bientôt. La jeune femme s'est ensuite payée un café avec une carte de crédit au Café Dépôt sur le boulevard de la Concorde à Saint-Romuald. Michel, on vient de faire 21 km à peu près. C'est la distance entre votre maison et le Café Dépôt. Puis c'est un 21 km qui est quand même difficile à parcourir. Ça se fait pas à pied non plus parce qu'il y a des ponts à traverser. En tout cas, il y a un pont à traverser. Ça fait trop long à pied. En plein hiver, ça n'a aucun sens. Donc, je suis revenu avec ma fille Nathalie, puis on a rencontré quelqu'un qui nous a confirmé que il se souvenait très bien parce que c'est rare qu'on paye un café avec une carte de crédit. Puis, il y avait Nathalie qui était à côté de moi, puis ils se ressemblent un peu. Ça fait qu'elle dit, je me souviens vraiment, là, elle vous ressemble, la fille. Là. Est-ce que tu as pensé à ce moment-là que ça pouvait être un suicide? Non. On ne va pas s'acheter un café avant de se suicider, d'après moi. Donc, ça m'a rassurée en me disant, c'est possiblement pas ça. Un jour, vous avez décidé, vous, que ça prenait une battue
Ben, les polices nous avaient dit l'hypothèse du suicide aussi. Ça fait qu'on a dit, il faut commencer par une battue. Moi-même, mon épouse était catégorique là-dessus. Un suicide, ça veut dire que le corps était quelque part. C'est ça. On n'avait pas de corps. J'ai dit, si vous êtes sûr que c'est suicidé, amenez-moi le corps. J'ai dit, on va régler le problème. Il est supposé avoir une battue organisée au mois de novembre. Fait qu'on attendait les nouvelles de ça. Puis quand ils nous ont dit, on ne le fera pas parce qu'il y a des sentiers, il y a du monde qui passe, j'ai décidé de le faire moi-même. Parce que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Il faut éliminer cet élément-là. En 2008, les procédures policières n'étaient pas les mêmes qu'on a actuellement. Il y a un élément qui n'était pas monnaie courante dans les codes de disparition, c'était le 300 mètres. Il y a une statistique qui nous dit aujourd'hui que quand on fait 300 mètres autour du dernier endroit vu de la personne disparue, dans beaucoup de cas, on retrouve les personnes pour différentes raisons. Donc, en 2 minutes, ce 300 mètres-là n'a pas été fait. Non, ça n'existait pas. C'était pas connu de la part des services policiers de l'époque qu'il fallait faire ça. J'ai suivi les chemins que je voyais, puis j'ai arrêté ça. Là, j'ai dit, j'en ai assez. Vous étiez seul, hein, Michel, là-dedans? Oui, j'étais seul. Oui, vraiment seul. Vous n'avez jamais résolu pourquoi elle était ici? Non, on n'a jamais résolu, puis c'est le début du mystère du drame à Marilyn. Au cours des 2 premières semaines, j'ai parlé avec le père de Julie Surprenant, qui est disparu depuis presque 20 ans, je pense. Il m'a donné un conseil. Ce qui compte, c'est de travailler ensemble dans la famille. C'est à ce moment-là qu'on s'est réunis, les 3, et que chacun a eu son rôle à jouer. Nathalie, elle est le lien entre le SPVM à Montréal. Elle travaille aussi du côté américain. Michel, lui, c'est un travailleur sur le terrain. Mon rôle, c'est la communication. Alors, je travaille beaucoup avec les médias. C'est moi qui vais représenter la famille. Avez-vous l'impression que le témoignage de Jonathan amène des nouvelles pistes? Puis elle a fini par me dire, Joe, tu peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Moi, j'ai pas repris une vie normale. Le fait de travailler comme ça dans le dossier de ma fille, c'est comme thérapeutique. Ça m'aide à avancer. Je suis pas mal impressionnée. Ça, ce sont des documents que vous avez accumulés personnellement, là. J'ai 4 classeurs en haut qui sont remplis là, de documents et de toutes sortes de choses qui demandent aussi un suivi. Vous avez répertorié toutes les actions que vous saviez que la police avait fait pour les 5 premières années de la disparition. On a pris le relais très vite parce qu'on s'est rendu compte des barrières que le service de police avait ou peut-être la définition qu'il avait de la disparition de Marilyn. Après 9 mois de sa disparition, bien là, on a dit c'est possiblement un suicide. On avait le sentiment qu'ils étaient arrêtés sur ces hypothèses-là. Et pour nous, rien n'était prouvé. Là où ça a été très long, c'est à partir du moment où j'ai commencé la rédaction du rapport. Ça, c'était de 12 à 16 heures par jour. Pendant des années, là? Pendant 4 ans. Puis, quand j'ai eu terminé, j'étais très épuisée. Et moi, je veux tellement trouver ma fille que je veux dire quel moyen je prends, quel moyen je prends. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté présentement de la retrouver. Cependant, on espère toujours qu'à un moment donné, on trouve vraiment. C'est difficile parce que les familles, ils sont exigeantes. Puis on peut les comprendre d'être exigeantes parce que n'importe qui perd un proche, qui n'a pas de nouvelles d'un proche depuis tant d'années, puis ça n'a pas besoin de prendre 10 ans pour être affecté puis de vouloir retrouver son proche, là. Personne ne veut vivre ça. Puis moi, je veux pas vivre ça non plus. Puis je voudrais, si je vivais ça, je voudrais qu'on soit écouté, puis qu'on m'écoute, puis qu'on fasse les vérifications qui s'imposent pour m'aider à retrouver mon proche. Il faut comprendre les victimes, il faut se mettre dans leur peau, il ne faut pas être émotif face à ce qu'on fait. C'est l'objectivité qui doit primer toutes nos décisions. Être sans nouvelles de son enfant durant une si longue période dans sa vie, c'est invivable.
418-681-1227, ça, c'est le numéro pour rejoindre directement l'avocat Marc Bellemare si vous avez des informations à fournir sur Marilyn Bergeron. Maître Bellemare, à quel moment vous êtes arrivé dans le dossier, dans l'affaire Marilyn Bergeron? En novembre 2016. La famille est venue me rencontrer et m'ont demandé de travailler avec eux. Ils m'ont demandé ma collaboration. On sent souvent que les policiers, les enquêteurs sont un peu dérangés par des familles qui posent des questions. Et c'est important pour la famille d'être en contact avec la population pour aller chercher ces informations-là. On ne sait jamais le jour où ça va tomber. C'est sûr que la police ne peut pas tout faire. Et je pense que la population est la première source d'information. Et c'est correct que ce soit comme ça, parce que ce qu'on veut, c'est avoir le plus d'informations possible. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la famille Bergeron, Béchard, à cette conférence de presse concernant la disparition de Marilyn Bergeron en 2008. Il y a eu un témoignage qui a fait quand même couler de l'encre, celui de Jonathan. Alors, bonjour. Je vais tâcher d'être bref. Donc, je connais Marilyn depuis très longtemps. On s'est connus à Jonquière dans le temps qu'elle étudiait en ATM. On a passé une belle soirée jusqu'au moment où que Marilyn a discuté avec un ami. Elle s'est mise à angoisser, puis je l'ai ramassée en miettes dans le corridor. J'ai essayé de la mettre à l'aise, j'ai dit qu'elle pouvait tout me dire, tout. Je lui ai posé la question, Marilyn, est-ce que tu as assisté à un meurtre? Non, c'est pire. Est-ce que t'as été victime de viol? Non, c'est pire. Puis elle a fini par me dire, Joe, tu peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Le matin, en me réveillant, elle était repartie chez elle. Tout ce que j'appréhendais, qu'elle avait quelque chose de gros qui était arrivé dans sa vie, autrement dit, ça venait pratiquement confirmer, d'après le témoignage de Jonathan. En même temps, Marilyn, vous avez quand même fait part qu'elle avait de mauvaises fréquentations à Montréal. C'est que le soir de son arrivée, quand je l'ai questionnée, elle a dit, tu sais, maman, j'avais pas de bonne fréquentation. Qu'est-ce qui peut être pire qu'un viol collectif? Le viol de quelqu'un d'autre devant soi? C'est toutes des questions que je me suis posées. Et pour que Marilyn dise ça, il fallait que ce soit quelque chose de très grave qui lui soit arrivé. Et tout le monde s'entend pour dire qu'elle était triste, qu'elle semblait plus réservée, qu'elle ne voulait pas parler de ce qui se passait dans sa vie. Et donc, tout ce retrait là, des proches, de la famille, des amis, elle a été isolée. Mais par qui ou par quoi, il nous manque ce morceau. On se dit probablement qu'elle a été victime de quelque chose. Bon, alors, c'est certain que si on va tout de suite à des hypothèses comme le suicide ou la disparition volontaire, bien, on baisse les bras et on se dit on ne fait plus rien. Mais ça se peut que ce ne soit pas ça. Et l'hypothèse qu'on retient, nous, c'est que Marilyn a été victime d'un crime. Et tous les témoignages qu'on a entendus depuis 2 ans convergent vers cette hypothèse-là, qu'elle était menacée, qu'elle avait fui Montréal, elle n'était pas partie de son plein gré. Laurence, tu es une amie de Marilyn Bergeron. J'aimerais savoir, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as rencontré Marilyn? Bien, moi, je l'ai fréquentée à peu près sur une durée d'1 an. Elle me faisait penser à Courtney Love, avec un peu un mélange de Nelly Arcan. Tu sais, elle était toujours un peu sexy, sweet, super douce. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'écoute. Tu sais, elle avait un petit côté poupée de porcelaine. En fait, c'est bizarre à dire, là, ça fait un peu New Age, mais c'était quasiment comme une âme sœur. Là. Ça a tout de suite cliqué. Tu sais, il y a des gens dans la vie comme ça où est-ce que tu te mets comme à parler à cœur ouvert avec les tripes à la table, puis il n'y a pas de problème. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé avec Marilyn. Marilyn puis moi, on avait un passé un peu trouble. Tu sais, malheureusement, dans le passé, dans notre adolescence, on avait eu des désirs de mourir, des pensées suicidaires. Plus jeune aussi, j'ai consommé beaucoup. Puis Marilyn aussi avait côtoyé la consommation de façon plutôt abusive. On peut regarder la télé, boire, fumer, puis se droguer. Puis c'est drôle parce qu'elle est rentrée dans ma vie au moment où je faisais mon premier court-métrage. Puis, je faisais un film sur le suicide. Ben, moi aussi,
J'ai déjà essayé de me suicider, là. Mais c'est pas vraiment important. Sinon, il en aurait parlé à la télé. À ce moment-là, est-ce que tu la sentais bien, Marilyn? Bien, Marilyn, à ce moment-là, elle était très fragile. Elle revenait d'une période difficile. Puis à quel moment tu as vu qu'elle a changé, qu'elle se refermait? Moi, j'avais une auberge dans ce temps-là, puis toute ma famille était venue pour fêter le temps des fêtes dans notre auberge. On avait moins de discussions avec elle, elle restait à l'écart dans son coin, pas mal moins de jasettes qu'avant. Instinctivement, c'est quelqu'un que tu avais envie de bercer. Moi, j'aurais pu la porter dans mes bras. Elle était toute fragile, menue. J'ai toujours été un peu inquiète pour Marilyn. Anyway, c'est pas comme quelque chose qui m'est apparu soudain. Là. Pourquoi tu as toujours été inquiète pour elle? Bien, quand on est prêt à faire confiance à n'importe qui, comment tu peux pas être inquiet pour quelqu'un qui se méfie jamais? T'sais? Parce qu'à un moment donné, c'est plate, le plancher des vaches nous ramène. Hein? J'ai toujours pensé que Marilyn avait été possiblement victime de trafic humain. Last night, you saw her here? She was here last night. At this the same night. Vous ne lâchez jamais votre téléphone. Votre téléphone est toujours ouvert à la maison depuis qu'elle a quitté la maison. Depuis qu'elle a quitté la maison, puis même quand on partait en voyage pour voir ma fille en Californie, il y a quelqu'un qui s'occupait de prendre des messages. On transférait l'appel. Quand le téléphone sonne, est-ce que vous pensez toujours que ça pourrait être elle? Disons qu'on a un affichage. Quand le numéro n'est pas connu, bien, il y a toujours un doute, surtout quand on répond puis qu'il n'y a pas de réponse, des choses de même. Là. Il y a des fois qu'on a fait vérifier des numéros qu'on ne connaissait pas du tout. En ce qui concerne ici Hawkesbury, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le 21, 22 et 23 décembre, il y a une personne de Hawkesbury qui a téléphoné à l'émission de M. Claude Poirier et qui dit avoir reconnu notre fille et puis qu'elle était en présence d'un jeune homme et qui dit l'avoir vue à plusieurs reprises. Suite à la conférence de presse, il y a eu 37 informations en provenance de Hawkesbury qui sont entrées soit sur la ligne de la famille ou sur les courriels disparition Marilyn, à part des informations qui sont entrées aussi au service de police de la Ville de Québec. Il y a eu 3 appels anonymes. L'appel anonyme, il disait que la fille avait l'air sous pression. Fait qu'il faut démêler quelque chose là-dedans. C'est que la fille n'avait pas l'air libre. J'ai toujours pensé que Marilyn avait été possiblement victime de trafic humain. Quand tu dis trafic humain, tu penses quoi d'elle? Si elle est dans un trafic humain, qu'est-ce que tu penses qui lui arrive? Elles sont forcées en esclavage sexuel, souvent. Elles sont droguées, elles sont battues. Dépendamment de à qui on parle, ils vont nous dire « Oh non, Hawkesbury, Grenville, c'est pas une plaque tournante, il y en a pas beaucoup. » Mais quand on fouille un peu, on se rend compte qu'il y a des recherches, il y a des organismes de charité qui vont sur le terrain. Ils savent que c'est à la frontière du Québec, de l'Ontario, les Maritimes, Montréal, Toronto, c'est des endroits où ça bouge. Les adolescentes québécoises sont forcées, recrutées par des gangs de rue, forcées de se prostituer jusqu'en Ontario. C'est ce que démontre donc cette enquête de JE. Est-ce que vous avez l'impression de votre côté que la police de Québec a fait ce qu'il fallait à Hawkesbury sur le terrain là-bas pour trouver Marilyn? On a envoyé une équipe d'enquête à Hawkesbury, puis on fait les vérifications là-bas. On n'a pas pu corroborer la présence de Marilyn à ce moment-là à Hawkesbury. Est-ce que vous pensez que vous êtes arrivé trop tard? Bien, je pense pas qu'on soit arrivé trop tard parce que les enquêteurs sont allés avec un superviseur d'enquête et ils ont fait les commandes qu'ils avaient à faire, rencontrer les gens qu'ils devaient rencontrer. Et ça n'a pas permis de faire évoluer l'enquête, malheureusement. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle était là. Toujours. C'est pour ça qu'on est resté avec un gros point d'interrogation sur l'enquête à Hawkesbury. On n'a jamais retrouvé la fille qui ressemble à Marilyn. Donc, si c'est pas elle, on n'a toujours pas trouvé l'autre. Et donc, pour moi, c'était un peu un exemple de cas où je me dis, ma sœur peut être vivante. Je t'aime, Marilyn. On était famille, on t'a toujours aimé.
Tout ce qu'on veut, c'est que tu nous donnes des nouvelles. So I've been printing flyers, making cards, and then just trying to help. And if I cannot find my sister, maybe I can still find someone who wants to connect with a loved one. And if I can help with that, that's a great goal. Les interventions avec les personnes en situation d'itinérance, c'est pas anodin. Il y a 10 ans à peu près, quand c'est arrivé avec Marilyn, j'avais fait des démarches pour aider des organismes auprès des jeunes. Puis je me suis rendu compte rapidement que c'était trop tôt pour moi de faire ça. Nathalie, on est à Skid Row. C'est un endroit particulier en plein cœur de Los Angeles. Skid Row, c'est le quartier où il y a la plus grosse population itinérante à Los Angeles et peut-être même dans l'Amérique du Nord. Il y a plus de 6 000 personnes sans abri qui habitent Skid Row. Et c'est pas un quartier qu'on peut faire comme ça n'importe quand tout seul. Donc, j'avais l'opportunité aujourd'hui de le faire avec des gens qui savent ce qu'ils font, qui travaillent depuis plus de 10 ans. Et donc, ça a été clair pour moi que je ne pouvais pas venir ici sans avoir un soutien. Il y a plein de gens ici qui sont des personnes disparues. Hein? Oui. Have a good day. Est-ce que ça te hante des fois de penser qu'elle habite peut-être dans un endroit comme Skid Row? Oui, parce que si jamais c'est un problème de trafic humain, de santé mentale, par exemple, elle peut être dans un quartier comme ici qui est terriblement dangereux, avec des conditions de vie inhumaines. Et donc, ça me touche de penser qu'elle peut vivre cette situation-là. Thank you. That's my sister. She's been missing for 10 years. We're getting appreciate some hygiene kit. Yes, that's my sister. Okay. Picture. Take a look at the And if you want to reconnect with a friend. Yeah, I think I've seen her. Like, I'm not for sure, but it looks like it was a lady that comes here to see the gentleman in the courtyard. He's a colored guy. He's, black. And he's also a person that lives on the street, or is he No, works? he's homeless. He stays here. But I see. I had only seen her when she came the first time, which was like maybe 2 to 3 weeks ago. Okay, you heard her speak English because she would speak French as well. Have you heard her voice at all? On ne sait pas si on va la chercher pendant une journée de plus, ou un mois, ou un an, ou 10 ans de plus. Au fond de moi, je craignais les 10 ans. L'endroit où je suis présentement, je le craignais déjà. Mais c'était une petite voix au fond là, qui disait « OK, ça se peut. Donc, fais tout ce que tu peux maintenant pour éviter ça. » C'est pas un quartier qui est facile. C'est pas un quartier qui est facile. Ouais. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as du travail qui t'attend. Là, j'en ai pour 4 semaines. Tu en as pour 4 semaines après cette courte visite-là? OK. On va continuer. Peut-être que quelqu'un va te donner d'autres informations. Qui vit l'enfer? C'est encore nous, les parents. On a encore le même scénario. On a encore le même témoignage. On raconte encore les mêmes choses. Et ça fait 10 ans. Et maintenant, on nous croit. À tous mes anniversaires, je sors la carte de Marilyn. Est-ce que vous nous en lire un segment? Pour toi, maman. Je pense que je vais vous la laisser lire. Nous, on n'avait jamais passé de Noël sans Marilyn. Et lorsqu'elle est disparue, pour moi, c'était impensable, et pour Michel aussi, qu'elle n'ait pas son cadeau de Noël sous l'arbre. Et j'ai gardé ce rituel parce que j'ai toujours l'espoir que, disons, la magie de Noël s'opère et puis qu'on puisse voir arriver Marilyn et puis le cadeau sera là. Donc ça, c'est les 10 Noëls où elle a été absente. Le premier d'ici. Oui. Est-ce que celui-là a été difficile à faire? Oui, parce que je me souviens que je magasinais pour les cadeaux de Noël. Puis j'ai dit, je suis pas capable de ne pas y acheter un cadeau de Noël.
Je m'ennuie de ma fille. Elle me manque. Elle me manque comme au premier jour. C'est un gros vide dans ma vie de ne plus avoir de nouvelles de ma fille depuis 10 ans. Tu as toujours espoir qu'elle soit vivante? Ben oui. Bien sûr, je ne suis pas convaincue qu'elle est morte, là. Tu sais, il n'y a pas de traces, il n'y a rien qui nous mène vers une mort ou vers un choix délibéré. Il n'y a pas de certitude. Fait que, oui, il y a des chances qu'elle soit vivante. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un à quelque part qui détient un secret? T'sais, moi, Absolument. Et dans la plupart des cas de disparition, je pense que l'affaire ne relève pas uniquement de la personne qui est disparue. Il y a quelqu'un autour, il y a des gens qui ont commis des gestes ou qui savent des choses. Même dans un cas de disparition volontaire, il y a des gens qui savent des choses. Et on se dit, si, à un moment donné, les gens entendent parler de Marilyn, il peut y avoir un déclic. Mon devoir, c'est de trouver un équilibre entre chercher ma sœur et vivre ma vie. Et c'est ça que j'essaie de faire un gros effort. Fait que des fois, je regarde le bilan, je me dis j'aurais pu en faire plus. Et c'est vrai, j'aurais pu en faire plus. Mais en même temps, j'essaie de faire le plus que je peux pour la retrouver. Just a second. Her sister is just over there. Chaque fois que tu vois des visages de femmes ici, à peu près, j'imagine, de l'âge de ta sœur Marilyn, est-ce que tu fais un double check? Est-ce que tu peux penser que c'est elle à chaque fois? Je jette un œil toujours. Là. Des fois, c'est devenu un réflexe. Des fois, les gens pensent que j'écoute pas qu'est-ce qu'ils me disent, parce que je les écoute, puis je regarde, et je reviens vers eux, et je regarde encore. Donc, c'est devenu une seconde nature. Et je pense que c'est le cas pour mes parents, c'est le cas pour moi. On est toujours en train d'être au courant de ce qui se passe autour de nous, au cas où, même 10 ans plus tard. Sans le vouloir, on dirait que c'est devenu un réflexe. Peu importe le lieu où on est, à quelque part, on cherche encore Marilyn. Même si on est dans cette belle activité de se promener dans le Vieux-Québec où c'est magnifique, bien, je regarde les gens. C'est devenu une habitude. C'est comme ça depuis le début de la disparition de Marilyn. Je plains et j'ai beaucoup d'empathie pour celui ou celle qui vit une disparition tout seul. C'est énorme. André, est-ce que tu as l'impression que sans Michel, tu aurais pu basculer dans l'espèce d'acharnement de recherche de ta fille, de perdre ton équilibre? Moi, ce qui m'inquiétait le plus dans les 10 ans, en fin de compte, c'est, vu qu'elle travaillait beaucoup, que l'adrénaline qu'elle brûlait pour faire ces travaux-là, ces entrevues-là, faisait qu'à un moment donné, je la voyais baisser. Je disais, faut absolument que tu t'arrêtes. Faut que tu penses à d'autres choses, faut que tu fasses d'autres choses, va voir tes amis, fais quelque chose, mais on va sortir, on va aller au cinéma, faut que tu t'arrêtes. C'est assez. C'est là que c'est important de se fabriquer un plaisir ou se créer un plaisir. Et là, on revient, je pourrais dire, à notre cœur d'enfant. Parce qu'on est des gens qui aiment la vie, on est des gens qui aiment rire. On est capable de dédramatiser les situations. Ça nous réunit. Et là, on revoit la force du couple. Hey, ça vaut le coup de rentrer, Michel? Non, on rentre pas. Mais j'aimerais ça. Viens-t'en. On va les manger. J'aimerais savoir, Nathalie, si je t'avais rencontrée il y a 10 ans, qu'est-ce qui a changé suite à la disparition de ta jeune sœur? Je pense que je suis encore la même personne. J'ai gardé l'espoir, l'enthousiasme que j'avais. J'ai peut-être perdu un peu la patience. Le fait que mes moments sont importants, donc je veux passer du temps de qualité avec les gens. Maintenant, je me concentre sur les gens qui sont importants, les moments qui sont bien. Je me permets de vivre des beaux moments. Marilyn, si elle était là aujourd'hui, à côté de moi, à me voir chercher, elle dirait probablement « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? » Et « OK, tu peux me chercher, mais passe à autre chose aussi. » Donc, je sais qu'elle ne voudrait pas que je vive dans la tristesse. Elle veut que je profite de la vie, c'est ce qu'elle me dirait. Donc, j'essaie de respecter ça aussi. Après 10 ans, c'est quoi les chances de retrouver Marilyn vivante?
C'est évident que plus le temps avance, plus ça devient difficile parce que pour retrouver les gens, on travaille avec la mémoire des gens. On travaille avec les images qu'on peut retrouver dans les différents systèmes de caméras, systèmes de surveillance. Par contre, s'il y a des développements au niveau des lois, bien, peut-être qu'on aura des réponses à ce moment-là qui vont nous arriver plus tard parce que les lois auront évolué puis on aura accès à ce moment-là à des informations qu'on n'a pas accès présentement. Il faut améliorer le traitement des disparitions au Québec. Ça ne peut pas rester de même pour les familles. Et c'est pour ça qu'on se bat autant et c'est pour ça qu'on rencontre nos gouvernements, nos dirigeants. C'est pour ça que j'ai fait un rapport sur les impacts sur la famille. C'est pour démontrer comment ça se vit au quotidien. On espère que nos gouvernements vont pouvoir enfin s'ouvrir à tout ce que ça peut amener dans une famille et en plus dans les dommages collatéraux. Parce que c'est un rayonnement immense, une disparition. Et nous, on ne veut pas que ça dure le reste de nos jours. Ici, c'est une carte de Noël, la dernière carte que Nathalie a écrite à sa sœur Marilyn pour Noël. Et ici, c'est ma carte d'anniversaire, la dernière qu'elle m'a remise. Et je la sors à tous mes anniversaires. Je sors la carte de Marilyn. Est-ce que vous voulez nous en lire un segment? Oui, je vais lire... je peux lire ce qu'elle m'a... Ouais. Je suis très touchée par son message. Elle marque « Pour toi, maman ». Je pense que je vais vous la laisser lire. Je peux la lire, je sais, moi aussi. Pour toi, maman, perle du jour, soie de la nuit, jamais je ne te dirai assez combien ton amour rayonne au cœur. Je t'aime, maman. C'est signé Marie. Son énergie, quand elle est enthousiaste par rapport à quelque chose, me manque beaucoup. Aussi sa passion pour la musique, pour les gens, que j'espère avoir l'opportunité de revivre un jour avec elle. Marilyn, on t'attend. Tu ne peux pas t'imaginer la joie que l'on aurait à te serrer dans nos bras. On t'attend, Marie. On t'attend à bras ouverts et on t'aime. Je t'embrasse, ma chouette.